Ben, dans tous les cas, merci beaucoup pour cette présentation qui est peut-être un petit peu trop élogieuse et qui met évidemment dès le début la pression sur le conférencier. Alors, mes diapositives seront en anglais si jamais il y avait des personnes d'autres pays qui ne comprenaient pas le français, mais donc la présentation est en français, je suppose. Hein. Voilà. Donc, en fait, je vais vous parler de l'utilisation d'une technologie, d'une nanotechnologie pour, en fait, le traitement de la douleur. Alors, vous savez, comme vous le voyez sur cette première diapositive, que le traitement de la douleur est réellement un challenge médical extrêmement important actuellement. Pourquoi ? Eh bien, essentiellement parce que la population vieillit. Avec le vieillissement sont associées, bien entendu, des pathologies, notamment inflammatoires, qui sont associées à de la douleur chronique. Et vous savez que dans l'arsenal thérapeutique, eh bien, comme médicament, on a essentiellement la morphine et également d'autres dérivés opiacés. Et malheureusement, la mauvaise utilisation de ces molécules a entraîné, notamment aux États-Unis, une crise nationale extrêmement importante, avec environ 11 millions de patients aux États-Unis qui se sont retrouvés tolérants et en addiction avec les traitements des morphiniques et des dérivés de la morphine. Et cela fait à peu près 170 à 200 morts par jour, ce qui est plus que les accidents de la route. Alors, vous voyez d'ailleurs dans cette figure l'évolution, vous le voyez, de la mortalité qui est due au mauvais usage de la morphine et de ses dérivés. Alors, évidemment, il faut essayer de trouver des solutions. En Europe, la situation est un tout petit peu moins dramatique, mais c'est quand même un problème majeur de santé publique aussi, simplement parce que les dérivés morphiniques utilisés, le tramadol en particulier, entraînent moins vite de l'addiction que ceux qui sont utilisés aux États-Unis. Mais donc, il est extrêmement urgent et important de trouver d'autres approches thérapeutiques de la douleur. Et l'une des solutions, c'est évidemment ce que l'on appelle les endorphines. Et parmi les endorphines, ce sont des neuropeptides. Il y a ce que l'on appelle la classe des encéphalines. Alors, ce sont des molécules que beaucoup connaissent parce que quand on fait du sport de manière soit violente, soit extrêmement prolongée, eh bien, nos neurones vont libérer des endorphines. On se sent bien quand on prend la douche après. Ces endorphines, eh bien, ce sont notamment des encéphalines. Alors évidemment, les chercheurs et l'industrie pharmaceutique en particulier a essayé d'utiliser ces endorphines, ces encéphalines pour traiter la douleur parce qu'elles interagissent avec des récepteurs un tout petit peu différents de la morphine. La morphine joue surtout sur les récepteurs mu, les encéphalines sur les récepteurs mu un tout petit peu, mais surtout delta. Donc il n'y a pas vraiment d'addiction et de tolérance. C'est donc une approche intéressante. Le problème, comme vous le voyez ici, c'est que les encéphalines, et en particulier, ça vaut d'ailleurs pour tous les autres neuropeptides, quand on les administre à l'organisme, ils sont métabolisés extrêmement rapidement et vous le voyez, ils ont un temps de demi-vie plasmatique de l'ordre de quelques minutes. Et donc, ça représente une problématique extrêmement importante. Actuellement, on ne peut pas utiliser ces molécules qui ont moins d'effets secondaires en thérapeutique. Alors l'idée, évidemment, c'est de protéger ces neuropeptides en les encapsulant dans ce que l'on appelle des nanotechnologies, c'est-à-dire, vous le voyez ici à droite de la diapositive, des particules qui vont avoir une taille entre quelques dizaines et quelques centaines de nanomètres. Pour vous donner un ordre de grandeur, une nanoparticule qui fait 100 nanomètres, un globule rouge fait 7 microns, donc elles ont une taille à peu près 70 fois plus petite qu'un globule rouge. Alors vous voyez qu'à l'heure actuelle, eh bien, les pharmaciens et les chimistes ont développé, vous le voyez, toute une série de nanovecteurs qui ont des structures, vous le voyez à gauche de la diapositive, en microscopie électronique, des structures extrêmement variées, avec des tailles différentes, des aspects morphologiques différents. Alors, en gros, et sans rentrer dans les détails, vous le voyez, il y a des nanovecteurs qui sont polymères. Alors, on peut avoir soit ce que l'on appelle des nanosphères ou des nanocapsules, vous les voyez ici, hein, leur structure, ce sont des systèmes dits matriciels ou encore réservoirs. Il y a aussi ce que l'on appelle des micelles polymères, ce sont des polymères amphiphiles
qui vont s'auto-organiser, comme vous le voyez ici, pour former des micelles. Il y a aussi ce que l'on appelle les dendrimères, qui sont des polymères en étoiles. Et puis, il y a aussi ce que l'on appelle des nanohydrogels, qui sont en général à base de polysaccharides que l'on va faire gélifier. Alors, à côté de ces nanovecteurs polymères, vous voyez ici qu'on a toute une série de nanovecteurs qui vont être constitués essentiellement de lipides. Les plus connus sont les liposomes, qui vont être formés de phospholipides. Vous savez que les phospholipides forment les membranes cellulaires. Et on peut, par exemple, voir ici un liposome qui est dit multilamellaire avec plusieurs bicouches de phospholipides. Alors maintenant, on en parle beaucoup. Il y a aussi des nanoparticules lipidiques. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup? Eh bien parce que c'est cette technologie-là qui est utilisée notamment par Moderna et par BioNTech pour développer les vaccins anti-Covid à ARN messager, l'ARN messager étant encapsulé dans ces nanoparticules lipidiques. Et puis il y a aussi des micelles phospholipidiques. Enfin, vous le voyez dans la partie inférieure de la diapositive, on peut utiliser aussi des particules métalliques, comme des particules d'or colloïdales, des particules d'oxyde de fer que vous voyez ici, des quantum dots, parce que en fait, ces particules vont avoir l'avantage de donner éventuellement un signal ou d'induire de l'hyperthermie, par exemple, si elles sont irradiées par un proche infrarouge. Et donc, ces particules ont toute une série, je dirais, de propriétés extrêmement intéressantes en thérapeutique aussi. Et donc, dans tout ce contexte-là, et pour appliquer ces phénomènes d'encapsulation donc, à ces médicaments antidouleurs que pourraient être les encéphalines, on a utilisé, en ce qui nous concerne, une technologie très innovante qu'on appelle la squalénisation. Pourquoi? Eh bien, parce que dans toutes les nanotechnologies que je vous ai montrées, on va faire l'encapsulation des médicaments en utilisant des méthodes physiques, que ce soit des liposomes, des nanoparticules, on va toujours utiliser de la physique. On va faire de l'encapsulation, on va faire du piégeage, on va faire de l'adsorption, on va faire différentes techniques de physique. Et le problème, c'est que ces techniques, comme vous le voyez, vont induire en fait des pouvoirs de charge en médicaments qui sont extrêmement faibles. Ça veut dire que, par exemple, pour 100 mg de matériel vecteur de nanoparticules, vous allez avoir 1 mg seulement de médicaments, ce qui est très peu. Alors, ça veut dire que chaque fois que vous allez devoir administrer, disons, 100 mg de médicaments, vous voyez que vous allez devoir administrer 10 grammes de matériel vecteur, et très vite, vous êtes confronté à un problème toxicologique, et cette technologie ne s'applique qu'à des médicaments qui sont actifs à très très faible dose. Et puis, l'autre désavantage, c'est qu'il y a ce que l'on appelle, ce que les anglo-saxons appellent un burst release, c'est-à-dire une libération incontrôlée du médicament, tout simplement parce qu'une proportion significative du médicament va être absorbée en surface de ces nanoparticules, et pour des raisons thermodynamiques, quand on va les administrer par voie intraveineuse, eh bien, ce médicament qui est en surface va être libéré immédiatement. Et donc l'idée qu'on a eue il y a quelques années maintenant, c'est tout simplement de passer du paradigme de l'encapsulation physique à l'encapsulation chimique. En d'autres termes, de faire de la chimie plutôt que de faire de la physique. Et pour faire cela, eh bien, on a utilisé une molécule qui s'appelle le squalène, qui est en fait un lipide naturel, biocompatible, qu'on a tous dans notre organisme, notamment au niveau de la peau. Et vous avez la structure ici chimique du squalène. Et cette molécule a ceci d'absolument unique, c'est qu'en milieu aqueux, comme vous le voyez ici dans la partie droite de la diapositive, eh bien, cette molécule va adopter en milieu aqueux une conformation moléculaire extrêmement compacte. Et on a tiré profit de cette conformation moléculaire extrêmement compacte, vous le voyez ici, pour coupler au squalène toute une série de principes actifs via un lien qui est hydrolysable. Et quand vous prenez ce bioconjugué de squalène couplé au médicament, que vous le mettez dans de l'eau, c'est de la chimie supramoléculaire, eh bien ces molécules en fait vont s'auto-associer pour former spontanément des nanoparticules d'une centaine de nanomètres. Et le résultat
on va le voir, c'est qu'on va avoir un taux de charge en médicament qui va être beaucoup plus élevé, puisque vous le voyez, chaque molécule de squalène va transporter au moins une molécule de médicament. On va avoir une absence de libération incontrôlée et immédiate du médicament, puisqu'en fait, on a un lien chimique entre le principe actif et le squalène. Et enfin, si vous êtes un bon chimiste, vous pouvez évidemment vous arranger pour que le lien entre le principe actif et le squalène soit hydrolysable, par exemple suite à la présence d'enzymes spécifiques au niveau des cellules et des tissus cibles. Et ceci va vous permettre de libérer le médicament de manière sélective au niveau de ces tissus. Alors, c'est une véritable plateforme parce que vous voyez qu'on l'a utilisé. On a utilisé le squalène pour le coupler, vous le voyez, à toute une série de petites molécules anticancéreuses comme la gemcitabine, le cisplatine, la doxorubicine, qui sont des anticancéreux majeurs. Et vous voyez que les taux de charge en médicaments vont passer de 1 à 2% à près de, par exemple, 60% dans le cas de la doxorubicine. On a aussi couplé, vous le voyez, ce squalène à des médicaments antiviraux ou à des antibiotiques. On obtient également des nanoparticules, ça permet de rentrer dans les cellules et de traiter, par exemple, des infections qui sont résistantes aux antibiotiques ou aux antiviraux. On peut aussi, on va évidemment pas en parler aujourd'hui, coupler au squalène ce que l'on appelle des petits ARN interférents. On a publié récemment un papier là-dessus dans la maladie de Charcot, c'est-à-dire qu'on va avoir des séquences d'acides nucléiques. Vous voyez que ce sont des longues molécules très hydrophiles que l'on va coupler à cette petite molécule de squalène, et même si cette partie lipophile de squalène est beaucoup plus petite, encore une fois, quand vous mettez ce bioconjugué dans de l'eau, vous obtenez des nanoparticules de manière spontanée, et vous voyez qu'on peut avoir là des pouvoirs de charge qui vont être de l'ordre de 90%, ce qui est énorme. On peut aussi faire des nanoparticules, vous le voyez ici, qui vont être multimédicaments. C'est ce que l'on a fait récemment pour traiter notamment la tempête cytokinique dans le cas d'inflammation importante, comme on en a avec la maladie, l'infection au SARS-CoV-2. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux neurosciences et en particulier, comme je vous le disais, le couplage du squalène à la encéphaline. Alors, en fait, vous voyez sur cette diapositive que l'on a fait, je dirais, une petite librairie de bioconjugués, de molécules, en couplant le squalène à la encéphaline, soit au niveau de la partie N-terminale, comme vous le voyez ici, et comme vous le voyez ici, soit au niveau de la partie, soit au niveau de la partie C-terminale, comme vous le voyez là. Et on a utilisé entre le squalène et le peptide, le neuropeptide, la encéphaline, différents liens, dioxycarbonyle, diglycolique, amide, de manière, on va le voir, à pouvoir maîtriser, moduler la libération du peptide. Alors, vous voyez que quand on met ces molécules dans un milieu aqueux, tout simplement, on les mélange à un milieu aqueux isotonique avant l'injection, et bien vous voyez qu'on va avoir des nanoparticules qui vont avoir une taille entre 70 et 120 nanomètres, ce qui est quand même extrêmement petit. Et vous voyez qu'on peut, mais il faut avoir de bons yeux, jouer sur la chimie pour avoir des nanoparticules qui vont avoir une charge positive quand on a fait la liaison au niveau C-terminal, c'est le groupement aminé qui va donner cette charge positive à la nanoparticule, ou une charge négative, vous le voyez ici, quand on va coupler le squalène à la partie N-terminale. Alors, vous voyez au niveau de la diapositive suivante que maintenant, si vous prenez du sérum et que vous incubez la encéphaline dans du sérum, vous le voyez dans la partie supérieure de la diapositive, eh bien, vous voyez que le neuropeptide va se dégrader immédiatement. Le temps de demi-vie, là-dedans, c'est 2 minutes. Par contre, si vous incubez les nanoparticules, avec le lien, vous le voyez ici, diglycolique, eh bien, vous voyez en noir que le bioconjugué va petit à petit disparaître, et en orange, qu'il va libérer le peptide intact. Ça va aller ici relativement vite. Si on utilise la liaison dioxycarbonyle, vous voyez que les choses se passent un peu différemment.
le bioconjugué va mettre plus de temps pour être activé et pour libérer le peptide. Et si on a la liaison amide, eh bien vous voyez qu'en fait, le bioconjugué est parfaitement stable dans le sérum et le peptide, dans tous les cas, dans les 48 heures de l'expérience, n'est pas libéré. Mais vous allez voir que ce n'est pas le cas in vivo. Alors, comment est-ce qu'on prépare concrètement ces nanoparticules ? Eh bien, tout d'abord, on fait de la chimie. Encore une fois, la chimie est très importante. On va faire le bioconjugué, le encéphaline squalène avec les différents liens hydrolysables. On va tout simplement solubiliser cette molécule qui est lipophile dans un tout petit peu d'éthanol. On va rajouter l'éthanol à une solution aqueuse isotonique avec du glucose 5%. Et puis, évidemment, comme on n'aime évidemment pas injecter de l'éthanol aux patients, on va évaporer l'éthanol et les nanoparticules vont se former de manière tout à fait spontanée. Comme je vous le disais, c'est vraiment de la chimie supramoléculaire. Alors, on a testé l'activité antinociceptive, donc analgésique, de la leuencéphaline sur un modèle de rat auquel, vous le voyez, on va d'abord injecter du carragénane, 2 mg, dans la patte droite de l'animal. Alors, ce qui va se passer, c'est que la patte va gonfler, il va y avoir une réaction inflammatoire relativement puissante, et ceci va être associé avec de la douleur. Et ensuite, on va faire le traitement par voie intraveineuse. Alors, comment est-ce qu'on va mesurer maintenant l'activité antidouleur chez le rat avec cette réaction inflammatoire? Eh bien, on va utiliser ce que l'on appelle le test de Hargreaves, c'est-à-dire qu'on va prendre ici, vous le voyez, un rayon laser, on va illuminer la patte droite du rat où il y a l'inflammation et on va mesurer le temps que le rat va mettre pour retirer sa patte. Plus il va la retirer vite, évidemment, plus ça veut dire qu'il est bien évidemment douloureux. Alors, voyez ce que ça donne avec de la morphine. Alors ici, il faut s'accrocher un petit peu. Si vous regardez une patte où vous n'avez pas d'inflammation, c'est-à-dire une patte normale, il n'y a pas de douleur, eh bien, le rat normal, il va enlever sa patte sous l'influence du rayon laser après à peu près 7 secondes, et c'est assez reproductible. Si vous injectez le carragénane, là, la patte du rat va devenir très sensible, la patte droite, et vous voyez qu'au contraire, il va retirer sa patte après 2 à 3 secondes. Si vous administrez la morphine, c'est ce que vous voyez ici en bleu, eh bien, vous allez avoir une augmentation considérable, un effet analgésique considérable, et vous voyez que le rat, il va retirer sa patte après 12 secondes. Mais c'est beaucoup trop, parce que c'est très au-dessus de la sensibilité, je dirais, normale d'une patte normale. Et l'effet va être extrêmement temporaire, parce qu'il va diminuer extrêmement rapidement. Alors, maintenant, vous savez que la naloxone, que vous voyez ici en rouge, c'est en fait un antagoniste de la morphine. C'est-à-dire que si avant de faire l'expérience, vous traitez les animaux avec de la naloxone, cette naloxone passe la barrière hémato-encéphalique, eh bien vous voyez que l'effet analgésique de la morphine va être complètement aboli. Alors ce que nous avons fait, c'est utiliser, c'est ce que vous voyez en vert, de la naloxone méthiodite. En fait, c'est une naloxone qui est aussi un antagoniste, mais des récepteurs périphériques de la morphine, qui ne passent pas la barrière hémato-encéphalique. Et vous voyez que dans ce cas-là, eh bien, on ne réduit pas significativement l'effet analgésique de la morphine. Et ceci est la démonstration, et ça on le savait déjà bien entendu, que la morphine agit par un effet central. Et c'est ça qui induit précisément je dirais, l'addiction, la tolérance et secondairement, éventuellement, la dépression respiratoire. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on va utiliser les nanoparticules avec un lien diglycolique? Eh bien, vous voyez que, premièrement, en bleu, on va avoir un effet analgésique, antinociceptif, qui va être du même niveau, vous le voyez, que la sensibilité au niveau d'une patte non inflammée, normale. Et en fait, vous voyez que l'effet analgésique va durer beaucoup plus longtemps qu'avec la morphine. Il va être plus modéré, mais il va durer beaucoup plus longtemps. Et on va avoir ce qu'on appelle en pharmacocinétique une aire sous courbe qui est plus importante que celle de la morphine. Si vous injectez maintenant le neuropeptide, la leuencéphaline toute seule, c'est ce que vous voyez en noir, eh bien, vous voyez très clairement qu'on va absolument avoir aucun effet antinociceptif. Et ce qui est intéressant,
c'est que si on va utiliser la naloxone méthiodite, qui encore une fois ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, eh bien vous voyez ici en vert que contrairement à la morphine, eh bien on va complètement abolir l'effet analgésique de la leuencéphaline. Ça veut dire évidemment que nos nanoparticules agissent non pas comme la morphine au niveau central, mais vous le voyez bien au niveau périphérique. Alors qu'est-ce qui se passe avec les autres dérivés? Vous le voyez avec la liaison amide et avec la liaison dioxycarbonyle, eh bien vous voyez qu'on a exactement les mêmes effets qui durent plus longtemps et qui sont à peu près du même niveau que la sensibilité normale d'une pâte sans douleur et sans inflammation. Alors on a voulu comprendre comment tout ça se passait et pour ça on a fait de l'imagerie. Et pour faire de l'imagerie, on a utilisé, vous le voyez ici, un colorant fluorescent, peu importe lequel, et on a préparé des nanoparticules de leuencéphaline squalène dans lesquelles on a associé, encapsulé cet agent fluorophore. Et vous le voyez, on a fait ça chez la souris cette fois-ci. On a utilisé un appareil qui s'appelle Lumina et on va pouvoir suivre la biodistribution de ces nanoparticules au niveau de la souris. Et voilà les résultats que ça donne. Alors, je vous rappelle que c'est la patte droite du rat qui a la réaction inflammatoire douloureuse et que la patte gauche, on n'a pas injecté le carragénane, elle est tout à fait normale. Alors, vous voyez que dès l'administration de ces nanoparticules par voie intraveineuse, dès une demi-heure, et a fortiori après 2 heures, 4 heures, 6 heures, on a arrêté l'expérience après 24 heures, vous voyez que les nanoparticules vont se concentrer de manière extrêmement précise au niveau de la patte douloureuse. Et vous voyez ici en bas, vous avez un grossissement de ce qui se passe. Vous voyez que les nanoparticules vont aller là où vous avez la douleur inflammatoire, au niveau de la patte droite, mais la patte gauche nous sert de contrôle. Il n'y a pas de réaction inflammatoire, il n'y a pas de vectorisation à l'aide des nanoparticules de leuencéphaline squalène. Donc vous voyez, ces nanoparticules vont libérer leurs peptides sélectivement là où se trouve la douleur. Alors, comment est-ce que, par quel mécanisme est-ce que ceci peut se faire ? Eh bien, essentiellement, vous savez, quand vous avez une réaction inflammatoire, vous avez évidemment arrivée de macrophages, libération de cytokines diverses et variées, et vous allez avoir une augmentation de la perméabilité, vous voyez ici, de ce que l'on appelle l'endothélium vasculaire, c'est-à-dire la paroi des vaisseaux. Et les nanoparticules vont avoir tendance, à cause de cette perméabilité, de diffuser à travers la paroi des vaisseaux là où on a de l'inflammation. C'est un effet que l'on appelle l'effet EPR pour Enhanced Permeability and Retention Effect. C'est un effet de perméabilité accrue, mais aussi de rétention parce qu'on a une forme nanoparticulaire au niveau de la zone inflammatoire. Alors, à la fin de l'expérience, on a sacrifié les animaux, et c'est ce que vous voyez dans la partie droite de la diapositive, et on a fait une étude de biodistribution. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit très clairement, encore une fois, que c'est la patte droite où on va avoir une distribution des nanoparticules. Les nanoparticules vont aller également au niveau du foie, parce que malgré tout, le foie a un endothélium vasculaire qui est discontinu, et elle passe aussi. Mais ce qui est important, c'est que si vous regardez ce qui se passe au niveau du cerveau, du parenchyme cérébral, eh bien, on n'a absolument aucune fluorescence. Et donc, on voit bien que ces nanoparticules vont se localiser spécifiquement au niveau de la réaction douloureuse, inflammatoire, périphérique, et pas au niveau du cerveau. Et c'est ça qui permet de supprimer la tolérance et l'addiction que l'on observe avec la morphine. Alors, on a voulu voir aussi, de manière un petit peu plus précise, ce qui se passait après administration intraveineuse au niveau du torrent circulatoire. Et pour ça, sans rentrer dans les détails, on a fait du FRET pour Fluorescent Energy Transfer. C'est-à-dire que dans la même nanoparticule, on va avoir la leuencéphaline couplée au squalène, que vous voyez ici, mais on va y mettre d'une part un fluorophore vert, qu'on va exciter à 640 nanomètres et qui va émettre une fluorescence à 675 nanomètres, mais on va y associer ce que l'on appelle un quencher de fluorescence en rouge, c'est-à-dire une molécule qui va empêcher l'expression de la fluorescence. Donc, si vous voulez, quand la nanoparticule est intacte, eh bien, il n'y a pas de fluorescence, c'est quenché. Par contre,
quand la nanoparticule va se débobiner, eh bien, on va avoir une expression de la fluorescence. Alors, pour vous montrer ça, c'est très clair dans cette diapositive. On a fait une petite expérience de chimie tout à fait simple. Si vous mettez vos nanoparticules tout simplement dans une solution de dextrose isotonique, c'est ce que vous voyez ici en bleu, eh bien, il n'y a pas d'émission de fluorescence parce que la nanoparticule est intacte. Et donc, le fluorophore est quenché par le non-fluorophore. Quand on va dissoudre la nanoparticule dans de l'éthanol, vous voyez qu'à ce moment-là, la particule va se débobiner et elle va automatiquement, le quencher et la particule et le fluorophore vont être éloignés les uns des autres et vous voyez que là, vous aurez à ce moment-là une émission de fluorescence. Alors, on a fait ça avec les nanoparticules dans du sérum. Après 5 minutes, un quart d'heure, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 24 heures, 48 heures, etc. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est ce que vous voyez au niveau de cette diapositive. Eh bien, petit à petit, on voit apparaître la fluorescence, c'est-à-dire que petit à petit, les nanoparticules vont se débobiner pour libérer leurs peptides. Mais vous voyez qu'il faut beaucoup de temps, et avant que ce temps n'apparaisse, les particules sont situées, comme on l'a vu, au niveau de la pâte et peuvent délivrer le peptide, la leuencéphaline, au niveau de la zone inflammatoire. Alors, je voudrais terminer en vous disant simplement qu'on a fait évidemment toute une série d'études toxicologiques, parce que, comme vous l'avez vu, ces nanoparticules vont également au niveau du foie. Quand on administre des nanoparticules, des liposomes, des colloïdes en général par voie intraveineuse, il y a ce que l'on appelle un phénomène d'activation du complément, et ceci va entraîner une reconnaissance, en particulier par les macrophages du foie, que sont les cellules de Kupfer. Et donc, on a plus particulièrement étudié la toxicité hépatique, en mesurant l'expression d'aspartate transaminase, l'expression d'alanine transaminase, qui sont des marqueurs évidemment hépatiques. On l'a fait après injection des nanoparticules de leuencéphaline squalène en rouge, et puis avec des animaux qui ont été traités simplement par une solution de glucose 5%. Et vous voyez qu'en termes de biochimie du foie, tout est absolument normal, pas de différence entre les placebos et ceux qui sont traités par les nanoparticules. Et puis on a fait bien entendu de l'histologie, et vous voyez que à la fois après 24 heures comparativement au contrôle et après 48 heures comparativement au contrôle, on a une histologie du foie absolument impeccable. Donc il n'y a absolument pas de toxicité hépatique. Évidemment, si on veut développer ça ultérieurement avant des essais cliniques, il faudra aller plus loin, il faudra faire d'autres choses, voir les cellules de Kupfer, etc., etc. Mais ça, c'est plutôt de la toxicité, de la toxico-réglementaire. Alors, on a quand même été regarder les autres organes. En particulier, vous le voyez ici, la rate, les reins, les poumons et le cœur, encore une fois après 24 heures et après 48 heures. Vous avez ici la colonne pour les animaux traités par les nanoparticules, la colonne pour les animaux traités par le placebo, chaque fois pour les 2 temps, et vous pouvez regarder très clairement, on voit très bien qu'il n'y a absolument aucune modification histologique au niveau de ces différents organes. Et donc, j'en arrive à ma conclusion en espérant vous avoir convaincu que cette approche finalement chimique de la vectorisation des médicaments basée sur le squalène est vraiment une plateforme très flexible qui, dans tous les cas, s'est bien appliquée à un neuropeptide qu'actuellement on ne peut pas administrer en raison de sa métabolisation extrêmement rapide, et que ces nanoparticules ont permis, en effet, de protéger la molécule de la métabolisation. Et puis, vous l'avez vu aussi, ce couplage chimique et l'encapsulation, je dirais, dans ces nanoparticules squalénées a permis, je dirais, de délivrer le peptide de manière extrêmement sélective au niveau de l'organe cible, je dirais, de la vectorisation, à savoir la partie douloureuse, et également de contrôler la pharmacocinétique et la biodistribution. Alors, je voudrais bien entendu terminer par vous dire que je voudrais remercier mes collègues qui ont évidemment collaboré très fort à ce travail, en particulier Jiao Feng, qui est une thésarde chinoise qui malheureusement
en Chine qui était extrêmement astucieuse, qui nous a donné beaucoup de plaisir pendant 4 ans, parce que la Chine donne des temps plus longs pour la thèse qu'on ne l'a en France. Et puis, surtout, Cinda Lepêtre, d'ailleurs, qui va présenter demain son habilitation à diriger les recherches, avec qui on a développé toute cette méthodologie, je dirais, du traitement de la douleur à l'aide de nanoparticules. Et je dois dire que j'ai bénéficié de 2 grants de l'ERC qui nous ont donné quand même beaucoup d'argent et qui nous ont permis, pas uniquement ça, mais en partie, de développer ce type de travail. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, il y a une question sur... on a bien compris que c'était... votre projet, c'était des nanoparticules qui avaient un intérêt surtout en périphérique, plus que, et pas du tout... qui ne passaient pas la barrière hémato-encéphalique. Donc, est-ce que ces nanoparticules pourraient être utilisées pour traiter des douleurs neuropathiques et éviter la prise d'antidépresseurs ? Alors, ça, on ne peut pas encore répondre à cette question-là. Là, clairement, le modèle, c'est une douleur inflammatoire. Donc, alors, c'est exactement le projet qu'on a déposé à l'Agence nationale de la recherche, en collaboration avec un collègue que vous connaissez bien, le docteur Benamou et le docteur Sidbon, qui sont anesthésistes. Et donc qui sont évidemment très intéressés par les douleurs également neuropathiques. Et donc ils ont des modèles de douleurs neuropathiques. Et donc c'est vraiment le but de ce projet, c'est de voir un petit peu si on peut étendre le concept, pas seulement aux douleurs inflammatoires, mais également aux douleurs neuropathiques, osseuses, etc. Donc, mais actuellement, on ne peut pas répondre à cette question-là. Moi, j'avais une question aussi un peu dans cet objectif-là. Vous avez bien démontré qu'il y avait un effet qui était lié au tissu cible, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un tissu aqueux. Il faut qu'il y ait un environnement aqueux il faut qu'il y ait une réaction inflammatoire. C'est pour ça qu'on ne sait pas si ça va marcher sur les autres types de douleurs. Il faut qu'il y ait une réaction inflammatoire parce que c'est comme ça d'ailleurs, il y a des nanomédicaments sur le marché qui ciblent les tumeurs par le même effet EPR, parce que quand il y a une tumeur, il y a aussi une réaction inflammatoire, il y a une arrivée de macrophages, etc. Et donc c'est ça qui entraîne une perméabilisation de l'endothélium vasculaire. C'est un peu comme un tuyau percé qu'on met à la base des plantes et puis on arrose. On n'arrose que les plantes parce qu'il y a une perméabilité qui est plus forte à cet endroit-là. Et c'est comme ça qu'on a ce qu'on appelle de la vectorisation passive, parce qu'on ne met pas de ligand de reconnaissance. D'accord. Donc vous êtes plutôt dans la douleur aiguë, peut-être plus que... Non, là, parce que inflammatoire, ça peut être chronique. Hein. Oui. Au contraire, c'est plutôt dans de la douleur. Alors, vous avez raison, là, on fait de la voie intraveineuse. C'est une preuve de concept. On imagine mal de faire de la voie intraveineuse sur une douleur chronique. Le patient ne va pas faire lui-même de l'intraveineux. Donc, on a comme objectif, justement, dans ce projet, de voir aussi si on peut envisager d'autres voies d'administration, notamment la voie transdermique. D'accord. Alors, il y avait d'autres questions. Excusez-moi, je rallume mon machin. La technologie, j'y suis pas encore, moi. Hein. Alors, vous n'êtes pas la seule, apparemment. Y a-t-il des effets euphorisants qui suivent l'injection des nanoparticules ? Ça, sur le rat, c'est assez difficile à voir. Oui. Mais on ne sait pas. Il y a des tests qui permettent éventuellement de le voir, hein, en particulier tous les tests d'addiction, etc. Donc ça, c'est une chose qu'on pourra faire aussi. Mais enfin, il est plus que vraisemblable que si on ne joue, sur les récepteurs delta, qui sont beaucoup moins, qui n'induisent pas d'addiction, de tolérance, et 2, c'est quand même une molécule, le encéphaline, quand elle sera administrée, il y aura un effet antidouleur, mais c'est un peptide naturel qui sera quand même tôt ou tard métabolisé. Donc ça fera peut-être un effet qui ressemble à celui des sportifs après un effort violent. Oui. Donc il y avait une question, je pense que vous avez un peu répondu, c'est-à-dire est-ce que les souris ont montré une accoutumance ? Non, l'objectif était bien de justement d'éviter, enfin de mettre de côté cette accoutumance. Alors c'est une bonne question parce qu'on pourrait le démontrer avec des tests où les souris ou les rats peuvent choisir des box en fonction d'une accoutumance ou d'une tolérance. Donc c'est des essais qu'on devra faire, mais du fait qu'on ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, on voit difficilement comment il pourrait y avoir de l'addiction ou de la tolérance. Très bien. Ensuite, vous aviez une question aussi sur quelles sont les voies de signalisation impliquées dans le processus antidouleur des nanoparticules.
C'est toutes les voies de signalisation des leuencéphalines, hein, qui sont bien décrites dans la littérature, protéine G, etc. En aval des récepteurs oui, auxquels elle se lie. Tout à fait. Donc c'est en particulier les récepteurs delta aux opiacés. Et la leuencéphaline va avoir son activité qui ne sera pas changée par les nanoparticules. Ce qui a changé, c'est la manière dont on va amener la leuencéphaline au niveau du site d'action. Mais la constante d'affinité, la liaison au récepteur n'est pas modifiée par tout ce que vous avez ajouté à la molécule elle-même. Non, parce que tant qu'on a le bioconjugué squalène-leuencéphaline, la molécule n'est pas active. Elle ne va pas pouvoir interagir avec le récepteur. Enfin, vraisemblablement, sous forme de nanoparticules, on voit mal comment ça pourrait se faire. Donc, il faut que le peptide soit libéré de manière intacte. Donc, c'est là aussi qu'il y a toute une chimie derrière pour être sûr que les liaisons vont être hydrolysées par des estérases ou par des amidases, de manière à libérer un peptide qui est intact, qui n'a pas perdu un acide aminé ou qui n'a pas éventuellement une modification en bout de chaîne. D'accord. Ça, c'est très important. Moi, ce que je vois dans votre présentation, c'est quand même des capacités de développement dans notre domaine, par exemple dans l'os, sur des douleurs. Nous, on a des enfants ou des patients qui ont des douleurs de fractures. Donc là, il y a, au moment de la consolidation, au moment, etc., là, il y a des phénomènes avec, justement, c'est pas, je ne sais pas si c'est de l'inflammation, mais en tout cas de la perméabilité vasculaire, de la revascularisation, etc., de l'œdème osseux, etc. Donc là, il y a typiquement probablement une capacité de développement de médicaments de ce type de molécules qui est certainement importante. Tout à fait. S'il y a de la réaction inflammatoire, s'il y a de la néovascularisation, parce que ça on le voit avec les nanotechnologies, avec toutes les applications dans le domaine du cancer, où il y a aussi de la néovascularisation quand les tumeurs sont en train de croître. Donc là, c'est sûr qu'en principe, l'effet EPR, dès qu'ils voient un phénomène inflammatoire et de revascularisation, on a une augmentation de la perméabilité vasculaire. Donc ça devrait marcher. Très bien. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions pour nous ? Les questions, oui, c'est sûr que la question principale, c'est la voie d'administration. Ouais. Parce que, bon, là, on fait une preuve de concept par la voie intraveineuse. Alors, est-ce qu'une molécule comme ça va pouvoir passer éventuellement la barrière cutanée ? Pas sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il y a comme autre voie d'administration éventuelle ? Bon, c'est ce qu'on est en train de creuser avec nos collègues anesthésistes et on a des pistes et des idées. D'accord. Donc nous, à la filière, on a un groupe de travail sur le médicament. Et donc voilà, donc si vous voulez qu'on ait une réflexion ensemble sur ce type d'approche, de quels patients pourraient bénéficier avoir quelle maladie pourrait justement avoir un développement sur ce type de médicament, on est tout à fait intéressé à avoir une réflexion avec vous. Ça, c'est avec grand plaisir. Et d'ailleurs, Céline qui va intervenir, on a aussi un projet sur une pathologie dont elle va parler sans doute et qui est quand même très différente d'une douleur purement inflammatoire. Voilà. Merci beaucoup. Donc ça nous fait une transition toute trouvée avec notre prochaine oratrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Couvreur.